Bonjour à toutes et à tous, adhérents et sociétaires de la MASFIP qui êtes réunis à cette assemblée générale. C'est devenu un rendez-vous annuel de vous rendre compte des avancées du Fonds Avenir MASFIP. Je suis Marion Lelouvier, je suis présidente du directoire de la Fondation de l'Avenir qui accueille ce fonds depuis plus de 10 ans maintenant. Nous avions signé la convention avec la présidente en 2014, Madame Dominique Combe. Et donc, vous avez pu voir dans la lettre qui était dans votre dossier d'AG les 10 ans du fonds avec beaucoup d'avancées, beaucoup de travaux, beaucoup de soutien. 12 projets soutenus, 7 qui sont encore en cours du fait du temps long de la recherche, un site internet qui apporte beaucoup d'informations, un ouvrage qui a fait date et qui est encore valable, même si il a été publié déjà il y a quelques années, Les regards croisés sur l'éthique en oncogénétique, une étude de sondage sur la perception des cancers héréditaires. Bref, beaucoup d'informations, beaucoup de travaux de recherche qui font progresser la science. Et c'est cela que nous cherchons à faire ensemble et que nous faisons grâce à vous, grâce à votre soutien, depuis plus de 10 ans maintenant. Donc d'abord, merci. Alors, je suis Benjamin Derbez, je suis sociologue et maître de conférences à l'université Paris 8, chercheur au laboratoire CRESPA-CSU. Et il y a quelques années, j'ai eu l'occasion de participer à une recherche avec Sandrine de Montgolfier et Emmanuel Rial-Sebac qui a été financée par le Fonds Avenir MASFIP et qui portait sur l'introduction en France de ce qu'on appelle le Next Generation Sequencing, donc les séquençages nouvelle génération haut débit, dans les services d'oncogénétique en France. Et ce à quoi on s'est plus particulièrement intéressé, c'est à tous les enjeux sociaux et éthiques composaient l'introduction de cette nouvelle technologie, à la fois pour les professionnels et puis d'autre part pour les personnes directement concernées par ces tests. Bien, ces expressions, elles renvoient au statut spécifique de personnes qui ont reçu un diagnostic génétique concernant un risque de maladie. Il s'agit d'interroger les effets d'une médecine qu'on a un peu rapidement qualifiée de médecine prédictive, qui s'est développée dans les années 1990, et qui voilà, visait à anticiper, à prédire, à prévenir d'une certaine manière les maladies. Pour mémoire, dans les années 80-90, il est devenu possible de séquencer des gènes et on a pu montrer leur lien, le lien qu'ils avaient avec un certain nombre de maladies. Et pour ce qui nous intéresse, en l'occurrence, les cancers du sein et de l'ovaire. On a pu montrer qu'il existait dans un certain nombre de cas, 5 à 10% des cas, un lien entre un variant ou une anomalie ou une mutation dans certains gènes et la survenue de cancer chez certains individus. Et donc, les 2 premiers gènes qui ont été identifiés par une société privée américaine qui s'appelle Myriad Genetics, c'était les gènes BRCA1 et BRCA2, donc pour breast cancer gène. Donc, ils ont été identifiés en 1994 et 1995. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces gènes ou les anomalies dans ces gènes eh bien, ne sont pas des anomalies qui vont automatiquement donner un risque de cancer de 100% chez les individus. Autrement dit, ce n'est pas parce qu'un individu est porteur
d'une mutation dans ce gène qui va forcément développer au cours de sa vie un cancer du sein ou de l'ovaire. La pénétrance n'est pas totale, il n'y a pas 100% de risque. Et par conséquent, recevoir un diagnostic d'anomalie dans le gène BRCA1 ou BRCA2 confère un statut un peu particulier à l'individu, puisque on a des individus qui ne sont pas malades, qui n'ont pas de cancer, qui n'ont pas de symptômes de cancer, qui n'ont pas de tumeurs détectables, mais qui ne sont pas non plus complètement comme des individus en pleine santé, qui n'ont plus une confiance totale, comme on le définit parfois la santé dans leur corps, et par conséquent, ils sont un peu entre deux, entre la maladie et la santé, et c'est la raison pour laquelle on a parlé pour eux de patients en attente, puisque en fait, c'est des patients qui sont surveillés médicalement, qui sont donc non pas des malades, mais des patients, des personnes saines qui sont surveillées dans le cadre de l'oncogénétique. Et voilà pour la raison pour laquelle on parle de patients en attente ou de patients en devenir. Alors, que doit-on faire avec les données incidentes? Alors, les données incidentes ou les données ou les découvertes incidentes, c'est des résultats d'analyse génétique qui sont sans lien avec la recherche génétique initiale, mais qui sont produites en raison du fait que les analyses génétiques sont aujourd'hui réalisées par des machines qui sont capables de traiter rapidement et simultanément un grand nombre de gènes. Hein. Donc la problématique des données incidentes, elle est liée à l'introduction dans les laboratoires de génétique de machines, de nouvelles machines, nouvelle génération, dites à haut débit, hein, qui ont permis de passer du séquençage d'un ou deux gènes ciblés en fonction des recherches qui sont celles des généticiens, comme BRCA1 et BRCA2, à des panels de gènes, de plusieurs dizaines de gènes, d'un seul coup, voire à un génome entier. Et donc, avec l'équipe de Sandrine de Montgolfier et de Emmanuel Rial-Sebag, grâce au financement du fonds Avenir MassFIP, nous avons étudié la mise en place de ce séquençage nouvelle génération dans les services d'oncogénétique français à partir de 2015. Et donc, ce passage d'un séquençage d'un ou deux gènes, qui sont des gènes ciblés et actionnables, pour lesquels on peut en cas d'anomalie, proposer des solutions aux personnes, des solutions de surveillance ou de prévention, à un séquençage de plusieurs dizaines de gènes qui sont analysés de manière systématique et qui incluent des gènes de recherche pour lesquels on ne sait pas encore exactement quoi faire en cas de découverte d'anomalies. Donc, parmi les discussions qu'on a pu observer, il y avait des discussions autour de ces données incidentes ou de ces découvertes incidentes qui sont de deux ordres. D'abord, la première, c'est qu'est-ce qu'on fait pour les généticiens quand on est professionnel de la génétique? Qu'est-ce qu'on fait lorsque on va découvrir incidemment, donc sans le vouloir, sans l'avoir ciblé dès le départ, une anomalie dans un autre gène que celui pour lequel on avait proposé l'analyse génétique initiale. Je donne un exemple. Une personne qui a un cancer du sein ou de l'ovaire, on va vouloir séquencer les gènes BRCA1 et BRCA2, mais comme dans le panel, il y a d'autres gènes de prédisposition, par exemple au cancer du côlon, qu'est-ce qu'on fait si eh bien, on découvre une anomalie dans un gène de prédisposition au cancer du côlon? Il faut prévenir les patients, etc. Donc, il y a une question qui est liée ici au consentement. Et puis, la deuxième question, c'est liée à ces découvertes incidentes. La deuxième question, c'est la question des variants de signification inconnue, puisqu'il faut savoir que lorsqu'on découvre une variation dans un gène, eh bien, le lien avec une maladie, il n'est pas forcément établi tout de suite. Il y a des variations qui sont connues comme pathogènes, donc qui sont connues comme donnant un risque, une prédisposition à développer un cancer, par exemple, mais il y a des variants dont on n'a pas encore fait le lien avec une maladie chez d'autres individus, et donc ils sont considérés comme
de signification inconnue. Il y a des classements ainsi des variants. Et par conséquent, là, il y avait des questions qui tournaient autour de la question du rendu, hein, qu'on appelle le rendu de ces résultats. Est-ce qu'on doit, dans quelle mesure et comment doit-on informer les patients de la découverte de ces variants dont on ne connaît pas la signification clinique, voilà, qui sont de signification clinique inconnue, dont on ne sait pas s'ils présentent un risque, hein, pour la santé des individus. Et donc, d'une certaine manière, on a créé ainsi, avec ces découvertes incidentes et ces variants de signification inconnue, d'autres patients en attente, d'une certaine manière, puisque c'est des personnes qui sont plus en attente de savoir s'ils vont ou non développer une maladie et quand ils vont la développer, mais des patients qui sont en attente de progrès scientifiques leur permettant de savoir si ces variants ont un caractère pathogène ou pas. Et la formule qui est souvent employée par les généticiens de ce point de vue-là, c'est celle de dire, eh bien, on a découvert un variant de signification inconnue, mais voilà, on vous recontactera si jamais on a davantage de connaissances concernant sa valeur clinique et son actionnabilité. Alors, quels sont les enjeux du consentement dans le cadre de ces analyses génétiques? La recherche qu'on a menée grâce au fonds Avenir MassFIP a soulevé cette question du consentement éclairé et de la question de savoir comment l'éthique du consentement éclairé peut être adaptée à des pratiques de recherche que je dirais ouvertes, c'est-à-dire dont une partie va dépendre de l'évolution future des connaissances. Cette problématique, ce problème concerne tous les consentements, notamment qui sont donnés au stockage ou à la mise en banque de données ou d'échantillons biologiques d'une manière générale. Il n'est pas possible de prévoir à l'instant T quelles seraient toutes les recherches que l'on pourrait mener sur ces données ou sur ces échantillons à l'avenir. Les investigateurs, les médecins ne sont pas capables de le dire au moment où ils recueillent le consentement éclairé de la personne. D'où le fait qu'on trouve parfois des formulaires de consentement qui sont dits ouverts, où certains parlent de consentement parapluie, voilà, qui disent vous autorisez ou j'autorise à pratiquer à l'avenir des recherches qui sembleront utiles à la médecine, au progrès médical, au progrès scientifique, etc. Donc, ces consentements sont des consentements qui reposent, ou qui manifestent voilà, une certaine confiance dans les médecins, dans l'institution, dans la science, etc. Et ce qu'on a découvert au cours de cette recherche, c'est que ces banques de données, eh bien, elles ont plusieurs caractéristiques. La première, c'est qu'elles sont extrêmement précieuses, c'est-à-dire qu'il y a une économie de la connaissance extrêmement importante à la base de la génétique, puisque le lien entre des variants génétiques et des maladies, ou entre ce qu'on appelle le génotype et le phénotype, eh bien, c'est ça qui va permettre l'interprétation des analyses génétiques. Au fond, une analyse génétique, un séquençage, il ne dit rien en lui-même, mais c'est parce qu'un variant a été retrouvé chez X personnes qui ont été atteintes d'une maladie qu'on va pouvoir dire que ce variant, il est pathogène ou il est probablement pathogène, etc. D'où l'importance de pouvoir comparer les données et donc de disposer de ces grandes banques de données. Et comme je le disais tout à l'heure, eh bien, il y a plusieurs acteurs qui sont à l'œuvre dans la constitution de ces banques. Il y a plusieurs banques de données qui existent, notamment pour les gènes BRCA1 et BRCA2, des banques privée. Donc, la première, la plus importante, elle a été développée par la société Myriad Genetics aux États-Unis que j'évoquais tout à l'heure, qui a séquencé les gènes en premier. Et puis, il y a aussi des banques publiques, notamment celles qui sont issues du consortium français des généticiens, qui ont mis en commun voilà, les données issues de tout leur séquençage. Et le deuxième point qui est important à comprendre, c'est que non seulement elles sont précieuses, mais qu'elles sont très coûteuses, ces banques de données à entretenir, à mettre à jour, à nettoyer, etc.
Et par conséquent, il peut y avoir des privatisations, au moins partielles, et c'est le cas, ce qu'on a découvert, c'est que ça avait été le cas avec la banque de données française, des privatisations où une partie, un accès aux données des généticiens français a été acheté par un acteur américain du séquençage dans les années 2010 parce que il voulait s'introduire sur le marché et il ne disposait pas de données suffisantes pour interpréter les données de ces séquençages. Et par conséquent, la question qui se pose dans ces partenariats publics-privés ou dans ces privatisations, eh bien, c'est la question du consentement des patients. Les personnes ont donné leur consentement pour des analyses à des médecins dans le cadre d'institutions, d'hôpitaux, etc., publics. Qu'en est-il de leur consentement à cette privatisation? Et moi, il me semble que c'est un enjeu aujourd'hui assez important, assez majeur que celui du statut de ces banques de données et du point de vue éthique, du consentement des individus qui acceptent de mettre leurs données ou leurs échantillons dans ces banques. Mesdames, Messieurs, vous l'avez compris, l'éthique occupe une place centrale dans le Fonds Avenir MASFIP en oncogénétique. Les travaux que nous avions conduits ensemble il y a quelques années avec l'ouvrage Regard croisé sur l'éthique en oncogénétique avaient fait date. Et là, plus récemment, nous avons continué à travailler avec les associations de patients. C'est par exemple la valorisation et le soutien que nous apportons ensemble à Sentinelle. Mais vous le voyez aussi, il reste des questions ouvertes qui sont liées aux évolutions sociétales et pour lesquelles, comme une démarche scientifique classique, comme une démarche de recherche, nous allons devoir ensemble continuer à creuser ces questions pour approfondir l'état des connaissances, pour apporter un certain nombre de réponses et toujours travailler avec méthode pour que la prévention, le dépistage, l'organisation des soins, l'accompagnement des personnes malades et des familles continuent de s'améliorer au fil des années. L'oncogénétique, c'est à la fois une discipline qui intéresse la santé publique, mais c'est aussi une discipline qui permet une prise en charge des individus dans la médecine personnalisée, qui est une tendance qui s'accroît parce que oui, nous avons tous des terrains génétiques et des héritages héréditaires différenciés. Nous avons tous des réponses immunitaires différenciées et donc nous avons besoin que la médecine puisse accompagner ces individualités avec les questions légitimes du patient, de sa famille, de son entourage et aussi bien sûr des soignants professionnels. Merci encore pour votre soutien et très bonne Assemblée générale à vous tous.